Dribbler, toujours dribbler. Dribbler coûte que coûte. Dribbler gratuitement. Pour la beauté, pour faire sourire, pour se faire lever les foules, pour voir les yeux s'écarquiller, pour donner du plaisir et en prendre. Mais aussi dribbler pour s'en sortir, s'extirper, non pas fuir mais affronter différemment, esquiver, voltiger. Dribbler pour inventer, réinventer, voir les choses différemment, aller plus vite ou plus lentement, être à contre-temps. Dribbler comme un mantra, comme une philosophie, comme une manière de voir les choses. Dribbler sur le terrain ou dans la vie. Le dribble est l'une des essences du football, ce qui en fait à nos yeux un art. Ceux qu'on nomme les artistes sur ce pré sont avant tout des dribbleurs. Ceux qui ont créé, ceux qui avaient un cerveau moulé différemment, ceux qui ont inventé des gestes encore jamais vus, ceux capables de réussir des arabesques, des courbes, des changements de direction, de rythme à la perfection. Ceux qui sont inimitables, insaisissables, ceux-là même qui font aimer le football à tous, réunissent les générations autour de leur création, les connaisseurs et les moins connaisseurs. Ceux qui font jaillir la beauté aux yeux de tous, pas besoin de bagages techniques pour constater la grâce, savoir que l'on assiste à un moment rare. Dribbler comme une inspiration dans la vie, savoir qu'on n'est jamais cerné, qu'aucune situation n'est inextricable, qu'il faut réfléchir ou ressentir mais que c'est possible, il y a toujours une issue. Alors devant les problèmes au boulot, face aux coups durs d'une manière ou d'une autre, dribbler. Dribbler pour ressentir, dribbler pour prendre des risques, dribbler pour se sentir libre, dribbler comme une obligation morale, dribbler pour dire, dribbler pour être, dribbler enfant ou adulte, mais sans relâche, malgré les contres et les tacles, toujours dribbler. Dribbler pour survivre, dribbler pour respirer, mais avant tout dribbler pour exister. Bonjour à tous et bienvenue sur 11e art, enfin le retour de l'émission préférée de ton émission préférée, Poteau Carré. Après la folie de la Coupe du Monde et des vacances bien méritées, on revient avec une grosse énergie pour une belle émission. Je suis heureux de vous retrouver, il est encore temps de vous souhaiter à tous une belle année. Avec moi d'ailleurs pour cette première de 2023. Pour lui, les années passent et il se frotte les mains en se disant que le présent que l'on voit aujourd'hui sera une belle histoire à raconter plus tard. C'est exactement la phrase qu'il s'est dit quand il était sur les routes chaotiques de Bourgogne dans la fourgonnette d'Émile Louis. Ça va, Flo ? On n'a pas beaucoup qui ont pu raconter l'histoire après. Non, mais ouais, mais toi, c'est une belle histoire. Les pauvres, ouais, et ceux qui ne nous tuent pas. Mais c'est... Remercie Émile. Aimer Émile en prison. Mais écoute, ça va bien. Très très heureux de se retrouver sur Poteau Carré. Très heureux de te retrouver Jules pour cette toute nouvelle année. Nickel. Avec nous, pour lui, les années passent et il se frotte les mains en se disant que cela rapproche JMA du cercueil, comme un grand-père qu'on a beaucoup aimé, mais là ça commence à devenir relou de changer ses couches 3 fois par jour. Ça va, Val ? Ouais, bah ça va comme un supporter lyonnais, quoi. Tu Oui. sais ce que, enfin non, tu sais pas ce que c'est. Toi, t'as oublié maintenant. Ça y est, Bah toi, non, tu, c'est fini. toi, moi, tu baignes dans le luxe maintenant. Ouais, non, remarque là, Mais- ça va revenir vite là, je le sens venir. Bah ouais, mais bon, bah ça va revenir vite avec Carl Toko. Ouais, Carl Toko, bien sûr, Non, mais l'artiste. par contre, très content d'être de retour pour Poteau Carré. Ça fait plaisir. Un mois après notre dernière émission, C'est interprété des forces. c'est ouais, un petit peu. Ouais, il fallait, je crois. On a un peu trop charbonné. Bon, après, on s'est quand même bien reposé là. Et entre vous deux, pour lui, les années passent et il se frotte les mains en se disant que la majorité arrive à grands pas. Bientôt, un monde s'ouvrira à toi, Zach, l'alcool, les filles, les boîtes de nuit, le rasoir 3 lames, pouvoir monter seul sur un télésiège. Bref, un nouveau monde magique arrive, Zach, ça va ? Bah écoute, ça va, j'ai hâte. Alors c'est pas tout de suite, mais j'attends ce moment avec impatience, tu vois. Non, mais ça va vite arriver. Avant l'émission, juste on en parlait, on en rigolait que Zach était donc au collège avec Ibrahima Konaté. Ils ont exactement le même Mais âge. ouais. Je vous invite, On je dirait pense pas, que hein. physiquement à comparer les deux. Je pense que sur le trait de l'émission, on vous fera un petit montage photo pour vous mettre Ibou Konaté et Zach à côté. C'est L'un de pas l'autre. gentil. Bah, on aurait peut-être gagné la Coupe du Monde si t'avais été là à la place d'Ibou Konaté. Moi, je sais, on n'aura pas gagné. Les gars, avant d'attaquer le gros dossier du jour, comme on a commencé à en prendre l'habitude fin 2022, on va faire des petites recos de choses qu'on a aimées ou qu'on aime en lien avec le foot. Je rappelle à tout le monde, ça peut être un livre, un documentaire, un match, un joueur, un compte Twitter ou que sais-je. Partagez-nous ce qui vous plaît dans le monde merveilleux du foot. Val, tu commences ? Ouais, je vais commencer et je vais introduire un site que tout le monde connaît, qui est le site de l'équipe, où ils font des super articles via leur chaîne L'équipe Explore. Alors c'est soit des articles, soit des documentaires, soit des enquêtes, soit des témoignages. Il y a plein de choses, c'est hyper complet. Et ce qui est assez cool, c'est que les articles sont des formats longs, donc ça prend un peu de temps de les lire, mais ils sont vraiment très complets. Et en plus de ça, ils ont un designer qui les accompagne pour faire tout l'habillage de l'article, et donc ça rend les choses vachement bien. Et en plus, je m'en suis servi pour ma chronique de tout à l'heure, donc voilà, je voulais faire une double reco. Le fond et la forme. C'est vrai que c'est très cool. C'est payant par contre. Faut le dire pour C'est les- payant, ouais, faut pour- t'abonner à l'équipe. pour les Et plus vous raccros êtes, d'entre nous. si vous avez un abonnement MyCanal avec l'option sport, vous avez l'abonnement de l'équipe. C'est vrai ? Voilà, je vous le Tu me donne. l'apprends. Je vous le donne. Tu me l'apprends. Zach, t'as une petite reco à faire ?
Ouais, moi c'est une chaîne YouTube sur laquelle je suis tombé tout à l'heure et sur laquelle j'avais déjà dû tomber, qui s'appelle Football Made Simple. Et en gros, c'est une chaîne qui va plutôt proposer des analyses tactiques. Et c'est pas mal du tout parce que quand tu veux parler de tactique, c'est quand même assez compliqué de trouver des contenus assez poussés. Et donc là, tu avais pas mal de stats intéressantes, de schémas qui te montrent un peu les préceptes de jeu de certains coachs ou de certaines équipes. Donc vraiment, ouais, je recommande pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à la tactique. C'est en français creuser. C'est en anglais par contre. c'est en anglais. Ouais, faut parler anglais du coup. Bon, l'algo avec les sous-titres YouTube, il est J'ai très pris bien. l'option en 6ème, du coup, Ah ouais, c'est bon, j'ai un peu Avec d'avance. progresses. Avec Konaté. C'est ça. Lui, il a pris la même, mais il est parti Il là-bas. s'appelle de temps en temps, c'est ça. Il est jamais revenu d'Erasmus. Je suis pas sûr qu'il est mort. En même temps, l'Erasmus était à Sochaux, donc. Flo, toi, qu'est-ce que tu recommandes? Bah, je vais vous recommander un truc très simple, c'est le hors-série SoFoot sur Pelé, suite au décès de la légende du foot brésilien. Bah, allez vous régaler là-dessus parce que c'est toujours un côté mythique, peu importe les générations, et je pense qu'il y a très peu d'entre nous qui l'ont vu jouer. Attends, il est mort. Mais, ouais. Ah, Ouais, ok. ouais. Alex a vu jouer. Et alors, Alex était à l'école avec Pelé. Ouais. Zach était avec Ibu Konaté. Alex était Pendant son Erasmus. Et déjà des Erasmus en 1940. C'est dingue. Donc non, je vous conseille d'aller le lire. Je vous avoue que je l'ai pas encore terminé, loin de là. Mais c'est juste pour se rendre compte vraiment factuellement du joueur qu'il était et de l'impact qu'il a eu sur le foot moderne. Et puis Ouais. j'ai un truc que souvent moi je sais que j'avais acheté celui de Cruyff de SoFoot à l'époque, c'est tout un peu collector, t'es content Celui de de l'avoir Maradona dans une aussi, bibliothèque, qui était- ouais c'est des beaux Ouais. objets, ça vaut le coup de mettre un petit bifton. Moi pour ma part je vais faire un truc beaucoup plus classique qui est en lien avec le sujet du jour, mais je suis ce compte depuis longtemps, c'est le compte Arsenal Fan FR tout simplement, et en fait ils ont déjà une grosse commu donc je leur fais pas de pub ni rien, mais c'est vraiment bien foutu quand vous voulez suivre l'actualité d'un club, que vous n'avez pas le temps de suivre tous les clubs et tout. Ils vous font toutes les retranscriptions des conférences de presse d'Arteta, vous avez les infos mercato, les extraits vidéo, les résumés de match. C'est très factuel, mais du coup, c'est pratique quand sur ta timeline, tu scrolles un petit peu, tu as toutes les infos, tu es au courant. Et avec les clubs que tu aimes bien, il y a plein de clubs qui ont des comptes Ouais. comme ça. Je trouve que c'est Ouais. un des mieux faits. Surtout ça, ouais. Il y en a plein qui sont hyper qualitatifs Ouais. et c'est l'avantage de Et Twitter. celui-là, il est vraiment super bien foutu. Genre, c'est très clair, très bien foutu. Donc, je vous encourage à aller voir si vous aimez bien les Gunners. C'est vraiment du bon boulot. Les gars, merci pour les recos. On mettra de toute façon, évidemment, tous les liens sur Twitter, Insta, etc. pour que vous les retrouviez facilement. Et je vous propose maintenant qu'on aille faire un petit tour du côté de Londres. Club historique tombé petit à petit dans les très mauvais résultats depuis le départ de Tonton Arsène, les Gunners reviennent sur le devant de la scène et, même s'il est tôt pour le dire, ils peuvent sérieusement rêver de récupérer la couronne. On va faire un petit bilan, comme vous en avez l'habitude, sur les gros dossiers de Poteau Carré. On va étudier ce club, son chef d'orchestre Mikel Arteta, ses infrastructures et revenir sur les 4-5 dernières années qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est une machine qui roule très 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 bien. Je propose les gars, même si c'est connu de nombreux suiveurs de foot, je pense notamment à nos auditeurs qui ont peut-être commencé à s'intéresser au foot dans les années 2010. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce qu'est Arsenal dans le paysage footballistique anglais ? Bah oui, Arsenal, déjà, on peut l'affirmer, c'est un des clubs historiques du football anglais. C'est déjà le premier club de Londres qui a été créé en 1886 par des ouvriers de la manufacture d'armes locales, dont le nom Arsenal. Les Gunners, exactement, en anglais. Et originellement, c'était un club de la banlieue sud-est de Londres, de la ville de Woolwich. Et c'est seulement à partir de 1913 que le club va déménager dans le quartier d'Highbury, dans le nord de la capitale anglaise. D'où la fameuse rivalité avec Tottenham pour le North London Derby. Et donc c'est un club qui va se structurer justement dans ces années-là à partir du moment où ils arrivent à Highbury. Et il y a une anecdote qui est assez marrante, c'est justement après la guerre, au moment où la première division anglaise passe de nouveau à 22 équipes et Arsenal est à l'époque en deuxième de deuxième division. Et à l'époque c'est Tottenham qui est dernier de la première division. Et il y a un bras de fer qui va se mettre en place à ce moment-là avec le propriétaire d'Arsenal et la ligue, enfin la fédération à l'époque, qui s'appelle le président s'appelait Henry Norris, et Henry Norris va faire pression pour que ce soit Arsenal qui monte au profit de Tottenham, et c'est là que va naître cette première rivalité. Ouais, donc ça commence très tôt finalement. Très très tôt, il y a une centaine d'années. Ouais, et donc comme le disait Val, club créé en 1886 qui bouge, et c'est un club qui va mettre un petit peu de temps à se lancer, qui va connaître sa vraie première période dorée dans les années 30. Sur quasiment toute la décennie où ils vont commencer à glaner les premiers titres de champion d'Angleterre, et c'est une période phase qui se fait comme le foot à ce moment-là arrêté par la guerre, qui prend de plein fouet le club d'Arsenal, et le club d'Arsenal a beaucoup de mal à se restructurer au sortir de la guerre. Ils ont une deuxième période dorée au carrefour des années 60-70 avant de reconnaître une sorte de rechute. Donc c'est un club qui a fait beaucoup de montagnes russes, on va dire, et il commence à revenir sur le devant de la scène, notamment dans les années 80-90,
Et c'est dans les années 90, on va s'arrêter évidemment sur l'année 96 avec l'arrivée de Tonton Arsène, comme tu le disais, où Arsenal va vraiment redevenir une sorte de grand club qu'il était, et qui était en fait une sorte de grand club en Normandie. Écoutez, nickel, on va pas rester des heures sur le passé d'Arsenal. Il y a énormément de documentation si vous voulez y aller. Juste rappeler qu'Arsenal, c'est quand même 13 titres de champion d'Angleterre, 14 FA Cup, 2 League Cup. Ça pose un petit peu ce club. Le record sur les FA Cup, la Coupe d'Angleterre avec Manchester. Donc ça pose un petit peu. Et 16 Community Shield, soit dit en passant. Oui, ce qui est une vraie compétition en Angleterre. Et 6 Emirates Cup, qui n'est pas une vraie compétition, mais où Lyon est invité chaque année. Oui, et on a gagné une, il me semble. Classe. Voilà, en termes de palmarès sur les 10 dernières années, c'est pas mal. N'hésitez pas à le mettre. Les gars, une fois on est passé très rapidement sur l'histoire d'Arsenal, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est une équipe qui marche très très bien. Et avant de saluer le travail d'Arteta et de toutes les équipes qui sont en place actuellement, on est obligé de reconnaître qu'évidemment il y a un homme qui représente Arsenal, c'est Arsène Wenger, qui a construit finalement tout le socle sur lequel s'appuient aujourd'hui les équipes contemporaines. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le travail d'Arsène et un petit peu ce qu'il a mis en place dans les infrastructures du club ? Il est tout simplement énorme. Il arrive en 1996, il arrive en provenance du Japon après un beau parcours à Monaco. Et quand il arrive, toute la presse anglaise se demande qui est ce Français avec ce vieil accent alsacien qui va être capable de relancer un géant endormi. Et pourtant, lui, il va complètement réussir. Donc, on se souvient de ces phrases Arsène Wu pour Arsène Wenger, qui avait fait la une des tabloïds à l'époque. Et pourtant, il arrive en 96, dès 98-99, il remporte un titre qui avait tant manqué à Arsenal. Je crois que le dernier, c'était depuis 91. Et il va surtout, en fait, complètement refondre le club à l'image de ce qu'est la Première Ligue à ce moment-là, qui est en train de se lancer, de s'ouvrir à l'étranger, de s'ouvrir tactiquement. Lui, il va en plein ouvrir cette veine-là. Il va faire énormément progresser le club tactiquement, se baser aussi sur beaucoup de joueurs étrangers, et notamment français. Il va surtout participer à refondre le club dans les infrastructures. Très rapidement, il va participer à la création, avec beaucoup d'insistance, du nouveau centre d'entraînement qui va être construit pas très loin dans le nord de Londres en 98-99, et qui va être un énorme fait d'armes. À l'époque, ça coûte 10 millions de livres. Ce qui paraît dérisoire aujourd'hui, mais c'est assez à l'époque, c'est révolutionnaire. Le centre d'entraînement d'Arsenal est énorme. Avec plus d'une dizaine de terrains, les premiers terrains qui sont chauffés pour éviter le gel lors des entraînements. Donc voilà, on est déjà en 98-99 en train de se projeter dans un foot moderne qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et il va aussi participer évidemment sportivement à la réussite du club. Faut bien se rendre compte que sur les 13 titres nationaux dont on parlait, les 13 premières ligues, il y en a 3 sous Arsène Wenger, dont la fameuse saison 2003-2004 des Invincibles. Mais sinon, toutes les autres années, entre 98 et 2005, où ils ne sont pas premiers, ils sont vice-champions. Et ils se battent soit avec Chelsea, soit avec Manchester. Ouais, non, mais on sait évidemment l'empreinte d'Arsène qui est énorme. Il y a évidemment la saison des Invincibles. Même si on pourrait en parler des heures, on n'est pas là dans cette émission-là pour en parler. J'aimerais plus revenir sur l'importance qu'a eu Wenger. Et notamment, les gars, il y a une saison qui est un peu une saison bascule dans le club d'Arsenal, qui est l'année 2006. Une année 2006 qui va vraiment faire basculer le club dans une autre dimension, parce que c'est la première fois qu'ils vont aller en finale de Ligue des Champions. Mais avant d'arriver à cette finale, faut quand même souligner que c'est une saison qui est pas du tout facile pour les Gunners. Donc pour recontextualiser, c'est la dernière du club à Highbury. Et cette année-là, Wenger il décide de s'engager sur l'avenir avec Arsenal, et il prolonge de plusieurs années pour offrir une stabilité au club. Donc ils vont quand même bien galérer au cours de cette saison, et quand même arracher une 4e place avec alors seulement 67 points et 11 défaites. Mais du coup, parallèlement, il va y avoir ce parcours en Ligue des Champions qui est très beau, avec des victoires face au Real, puis face à la Juve. Et aussi un record qui tient toujours aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est qu'ils ont quand même réalisé en Ligue des Champions 10 clean sheets de suite. Du coup, jusqu'à cette finale où ils vont être bien handicapés dès le début, car ils prennent un carton rouge dès la 18e minute. J'aime bien quand tu parles de tout, donc toi-même t'as pas vécu, quoi. C'est dingue. Celle-là, tu vois, j'ai dû la voir, mais j'étais très jeune, quoi. C'est mes premiers souvenirs de foot, là. Je pense que pour tous les supporters français, voir Pires sortir à ce moment-là dans la finale, c'est une sorte de déchirement, même si on n'est pas forcément fan des Gunners. Moi, je me souviens où j'étais. Moi aussi, très bien. C'était complètement pour Arsenal. Moi aussi, j'étais clairement pas en soirée, du coup, à ce moment-là.
T'as pas vu la deuxième mi-temps d'ailleurs? Ah ouais. Je crois que c'est ça. Non, mais je pense que c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est une année très charnière du côté sportif, mais je crois que c'est une année charnière aussi, justement, Ouais. avec le projet du stade Ouais. et d'autres choses qui se passent en interne. Exactement. Bon, juste sur l'aspect sportif, je pense qu'on peut aussi lier les performances au fait que ce soit émotionnellement assez chargé avec le départ d'Highbury, qui était quand même le stade dans lequel Arsenal jouait depuis plus d'un siècle. Et donc, il y a cette finale perdue face au Barça. Mais ouais, comme tu le disais, il y a l'aspect extrasportif qui est très important, puisque donc il y a l'arrivée du nouveau stade, l'Emirates Stadium, qui va représenter un espèce de gouffre salarial pendant plusieurs années, financier pendant plusieurs années. Et qui va être aussi lié au départ de l'ancien propriétaire, qui va être remplacé par un propriétaire américain qui s'appelle Stan Kroenke, qui possède entre autres Arsenal, mais aussi les Rams de LA, une équipe de football américain, qui a aussi des parts dans d'autres. Je crois que c'est le plus gros fonds sportif. En C'est termes un de énorme fric. fonds, Je crois que exactement. c'est le numéro 1. C'est un énorme fonds sportif. En fait, la femme de ce mec-là était la fille du créateur de Walmart, la chaîne de Ok. la Ça grande aide. chaîne de distribution américaine. Donc Pour voilà, l'ascenseur il y a social et un tout, petit c'est- peu d'argent ça va et plus Appuie sur le bouton, quoi. et donc il a des parts dans les Rams de LA et aussi dans les Denver Nuggets en basket et dans d'autres clubs de soccer et de hockey sur glace. C'est un mec qui a beaucoup d'argent et à son arrivée, il va prendre la décision de virer l'ancien directeur sportif d'Arsenal qui était très proche de Arsène Wenger, qui s'appelait David Dean, qui était complètement en charge de tout l'aspect sportif. C'est lui qui a ramené tous les Français, voilà, tout l'aspect recrutement, etc. C'est lui qui s'en occupait. C'est déjà lui qui avait été chercher Wenger à l'époque. Ouais, Qui avait exactement, réussi exactement. beaucoup de génie. Toutes Voilà. les bonnes pioches depuis 10 ans s'arrêtent un petit peu d'ailleurs avec David Dean. C'est facile à retrouver sur les effectifs d'Arsenal. On voit que c'est là Ouais. que les transferts folkloriques commencent. Exactement. Bah justement, parce qu'en fait, après ça, c'est Arsène Wenger qui va prendre un peu le rôle de manager général avec cette double casquette d'entraîneur et aussi de directeur sportif. Et de chef de chantier de l'Emirates. Voilà. Et de Ouais, c'est vraiment responsable de l'information. Ouais, nord de Londres, ouais, c'est lui qui nettoie les chiottes, vraiment tout quoi. Mais c'est à partir de là qu'il va y avoir un premier déclin. Alors non pas pour dénigrer le travail de Wenger, surtout d'un point de vue tactique où il a quand même réussi à toujours construire des choses hyper intéressantes et à laisser un vrai héritage. On parle toujours quand même du Wenger Ball. Mais dans l'aspect, dans les coulisses, il y a évidemment le stade qu'il faut rembourser, donc il y a moins d'argent, donc il faut faire des transferts un petit peu plus osés, si je puis dire, et c'est là que ça va commencer. Ouais, et le coup de chapeau qu'il faut tirer à Wenger, c'est quand on voit quelques 11 qui ont été alignés en Ouais. Ligue des Champions et Ouais, Wenger bah, et qu'il là- arrivait à performer avec ces gars-là, C'est terrible. c'était pas trop mal. Ouais. Puis du coup, 2006, en fait, c'est ce qu'on disait, mais c'est vraiment une sorte de gap et c'est aussi le départ d'une grosse génération, de la génération du début des années 2000. Il y a Bergkamp et Ljungberg qui viennent de partir et à ce moment-là, il y a Vieira, Pires, Henry et Ashley Cole notamment qui sont des joueurs ultra importants qui partent dans ces 2 années-là autour de 2006. Donc c'est vraiment une sorte de nouvelle équipe et avec le stade, Wenger est obligé de composer et de construire des équipes. Il va bâtir. Pourtant, il y a des recrues intéressantes. Il y a des recrues intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Enfin, ils vont recruter beaucoup de jeunes Ouais. joueurs et les faire monter, les prolonger. Ils vont rester longtemps, ces jeunes joueurs. On pense évidemment aux Fabregas, Van Persie, Sagna, Walcott, Nasri. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, tous ces mecs-là, le jour où ils vont gagner un titre, c'est en quittant Arsenal. Ouais. On l'a vu un peu avant le milieu des années 2010, où les Nasri, Fabregas, Sagna, pour ne citer que, ou Van Persie, ont dû se barrer pour Oui. gagner un titre dans un Mais plus on grand club voit, anglais. on voit aussi en effet que ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi que voilà, on va pas s'attarder trop là-dessus. Il y a un lent délitement un petit peu des performances d'Arsenal il faut aussi le dire et le reconnaître, c'est que eux ils ont moins de thunes parce qu'ils ont construit leur stade et qu'ils mettent des pièces pour le futur et que il y a C'était à ce précurseur, moment- ouais. C'était et qu'il y assez a, précurseur. et qu'il y a à ce moment-là des signatures de contrats historiques avec l'APL, etc. Ce qui fait que tous les autres ils se gavent et qu'ils mettent des enveloppes records, etc. Donc en Exactement. plus la concurrence, c'est un truc. Ce qui fait que les Enfin, aides Juste pour revenir là-dessus, il y a quand même une série de transferts qui est Oui. absolument horrible. Je crois qu'il y a une... catastrophiques. Non, mais il y a une série de 30 recrues, je crois, consécutives, sur lesquelles Arsenal n'a pas réussi à faire de plus-value. C'est-à-dire qu'ils achetaient des joueurs et à chaque fois, ils la vendaient beaucoup moins cher. Donc c'est quand même assez révélateur d'une Ouais. espèce de forme de... Et en plus, c'était pas... il y a quand même eu beaucoup de joueurs qui étaient achetés à bas prix parce que c'était pas des joueurs très connus, qui étaient plus des joueurs de complément. Et même avec ces joueurs-là, il n'y avait pas la réussite. Oui, sur oui, les- il y a eu de faire il y des a eu- il y plus-values. a eu énormément de plantades en effet et ça marche pas très bien. On va faire un petit peu un bond dans le temps les gars pour arriver là un peu à ce qui nous intéresse. C'est qu'on va arriver du coup en mai 2018 où Wenger démissionne et avant de retracer un peu ce qui s'est passé depuis la démission de Wenger, on va voir là si on est en aujourd'hui et qu'on regarde aujourd'hui comment fonctionne le club parce qu'on a quitté du coup l'ère Wenger où il gérait tout seul, etc. Comment ça se passe sous Kroenke aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une cellule sportive? Est-ce qu'il y a
un centre de formation qui cartonne parce que mine de rien on voit des petits baby gunners être titulaires maintenant. En fait, au moment où Kroenke rachète, il délègue le rôle complètement à Wenger de manager général. Donc c'est vraiment Wenger qui est en charge de tout l'aspect recrutement, tactique, etc. Donc a priori, il n'y a pas d'organigramme précis à part le fait que ce soit Wenger et ses assistants. Voilà, mais je veux dire quand Wenger part aujourd'hui, à partir de 2018, là, aujourd'hui on a un fonctionnement qui roule. Aujourd'hui, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Oui. Il y a donc 2018, mai 2018, fin de saison, départ de Wenger. Il faut juste se rendre compte pour venir sur ça que après 20 ans, on est en Ligue des Champions, là, 2016-2017 est la première saison sans Ligue des Champions Arsenal depuis l'arrivée de Wenger, donc c'est assez fou. Et donc au départ de Wenger, ça s'améliore pas franchement. Il y a encore, quand on parlait des flops sur le marché des transferts, il faut juste penser à des David Luiz, plus récemment des Nicolas Pepe, qui ont été des bids énormes. Même Mesut Özil, là, au début des années 2010, t'as l'impression qu'ils se sont traînés ce boulet. Des bids la bids fin, en mais français, parce que des bids c'est aussi des ouais, bids en anglais, mais non, justement ils n'y arrivaient pas. oui, c'était quand même énorme quand même. Le montant des transferts était énorme. Nicolas Pepe, on parle de sur la fin, 80 millions. oui, mais Ozil, il les a quand même bien aidés sur pas mal de saisons. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment aujourd'hui le club il fonctionne. Est-ce qu'on est toujours avec un manager général, Arteta, qui gère tout, ou est-ce que c'est plus compartimenté ? Comment ça marche ? Aujourd'hui, il y a un vrai tandem avec deux hommes qui sont très proches. C'est Arteta et un autre ancien joueur de la maison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Arteta a quand même été capitaine d'Arsenal pendant quasiment 4 ans. Ouais. Mais c'est Edu, donc Edu qui est l'ancien milieu de terrain des années Wenger, hein, une des pierres angulaires pendant 4-5 ans de cet effectif d'Arsenal et dans la rotation. Et lui, il arrive en 2019, quelques mois avant Mikel Arteta. On est toujours dans ce contexte des transferts qui sont ratés. Il y a un an où ça, malgré le départ de Wenger, ça ne s'arrange pas. Et il y a énormément de défiance sur les 2 premières années d'Edu. Et même quand Arteta arrive, parce que les résultats sportifs ne sont pas forcément meilleurs. Sur les transferts, on a toujours l'impression de ne pas réussir à attirer des joueurs majeurs et que ça ne marche pas forcément. Il y a les coups avec Aubameyang et Alexis Sanchez, mais qui au final, c'est pareil. Le jour où ils doivent progresser, encore une fois, et passer un palier, ils sont obligés de quitter le club. Donc c'est assez compliqué. Il faut se souvenir que Edu puis Arteta avec son arrivée, donc les deux à quelques mois d'écart en 2019, pendant un an et demi, ils sont très contestés. Et les deux, il y a beaucoup de campagnes Edu et Arteta out sur les réseaux sociaux. Les fans d'Arsenal continuent en fait dans la vibe du Wenger out, mais sur la direction et Edu et Arteta. Ouais, alors après on va parler d'Arteta, mais on a commencé par parler d'Edu parce que c'est un vrai tandem les deux. Hein. Ils travaillent énormément ensemble. Et on peut rajouter aussi quelqu'un qui était à la base un proche de Kroenke, justement l'actionnaire du club, qui s'appelle Tim Lewis, qui était conseiller financier à la base du club et c'est lui qui a de Kroenke, c'est lui qui lui a conseillé d'investir dans Arsenal, puis de racheter les parts aussi à l'autre actionnaire russe en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et il a été installé définitivement là directement dans le club d'Arsenal pour gérer tout l'aspect financier. Donc c'est plutôt c'est même pas un tandem, c'est complètement un trio même qui travaille très très bien ensemble. Voilà, ils s'entendent très bien et c'est comme ça que le renouveau d'Arsenal s'est fait aussi. Et aujourd'hui, le mec qui nous intéresse beaucoup, c'est Arteta. Parce que évidemment, on sait tous que Arteta, avant d'être numéro 1 à Arsenal, on l'a vu traîner sur les bancs de City à côté de Guardiola pendant longtemps. C'est ça, en fait, il a toujours eu une relation assez particulière avec Guardiola parce que déjà, ils se sont rencontrés lorsque lui, il est arrivé à la Masia à l'âge de 15 ans. Et étant donné que c'était le même poste, Guardiola l'a un peu pris sous son aile et lui a donné pas mal de conseils. Et Arteta, en interview, il raconte que même les années suivantes, quand Guardiola entraînait au Barça ou au Bayern, il a continué de l'appeler, par exemple, pour lui demander des conseils sur comment jouer telle équipe anglaise. Donc Arteta était assez surpris, mais ça lui faisait quand même plaisir de voir qu'ils arrivaient à garder ce contact. Et Guardiola l'a rappelé une première fois en 2014. Donc il était seulement âgé de 30 ans à ce moment-là et jouait encore à Arsenal, pour lui demander du coup s'il voulait devenir son adjoint dans un futur proche. Et bien qu'il soit encore joueur, ça l'a motivé à travailler davantage dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il a commencé à passer ses diplômes d'entraîneur assez tôt, encore à l'époque où il était joueur. Et arrive alors le 3 juillet 2016 où Arteta prend sa retraite sportive et rejoint seulement quelques jours après Guardiola à City en tant qu'adjoint. Et donc Arteta, à partir de ce moment-là, a surtout écouté, observé pour comprendre un peu comment ça se passait dans le métier. Et arrive ce moment où il signe à Arsenal. Et il faut quand même dire qu'Arsenal a fait du coup un vrai pari de partir sur Mikel Arteta, parce qu'après l'échec, enfin le semi-échec avec Emery, parce qu'il y a quand même une finale de Ligue Europa, c'était quand même assez osé. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment de bien rappeler cette filiation qu'il a avec Guardiola, parce que ça,
il ressemble énormément à Guardiola sur beaucoup d'aspects, on y reviendra tout à l'heure. Il est espagnol déjà. Ouais, ok, merci. Non, mais en fait, ce que tu fais bien de rappeler aussi, c'est que pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, etc., Arteta a toujours été un joueur de foot avec un gros QI foot, qui a toujours pensé et réfléchi le foot. On n'était pas sur un milieu bourrin ou quoi que ce soit, c'était un vrai stratège du jeu et c'était pas si étonnant que ça de le voir. On l'attendait tous sur les bancs et il a pris le temps d'observer auprès de Guardiola. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on retrouve énormément de similitudes chez le Arteta coach et chez le Pep Guardiola coach et chez l'humain. Est-ce que vous voulez qu'on revienne un peu sur qu'est-ce que c'est le management à la Arteta, qui est finalement un rebut du management à la Guardiola un petit peu? Déjà, moi je pense qu'il y a un truc, quand il est arrivé à Arsenal, il a pris le temps d'identifier quels étaient les problèmes et ce qu'il fallait faire pour reconstruire ce club. Et l'avantage qu'il a eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a été accompagné d'un duo avec lui qui lui a fait confiance depuis le début. Mais il est arrivé et il a réinsufflé une dynamique au club avec des choses très simples. La première chose qu'il a fait, par exemple, en arrivant, c'est repeindre les murs du centre d'entraînement avec des photos de légendes, en mettant des peintures, en mettant des citations pour motiver les joueurs. Il a organisé des repas à thème pour l'arrivée des joueurs étrangers pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement. Il allait très régulièrement à la présence, il allait très régulièrement au match des jeunes et des féminines. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a imposé une rigueur de travail dans une équipe qui visiblement était assez dépressive, si je puis dire. Et il a fixé d'énormes streets et voilà, il a rétabli une espèce de forme de rigueur. Et il y a des joueurs qui en ont fait les frais. Je pense notamment à Guendouzi qui a été prêté puis vendu parce que il n'avait pas l'attitude nécessaire pour évoluer dans un club comme Arsenal. C'est assez intéressant l'exemple Guendouzi parce qu'il s'était accroché avec Arteta sur des entraînements et voire même au match. Et Arteta et Edu n'ont pas laissé passer ça. Val a bien résumé le truc, c'est vrai qu'il a ramené et de la rigueur et de l'ADN aussi. Et quand vous regardez, c'est une reco qu'on aurait pu faire, mais la série All or Nothing sur Arsenal sur Prime Video, Arteta, ça peut être un vilain coach d'entreprise. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans des trucs imagés, etc., des trucs très symboliques, mais qui, mine de rien, pour des joueurs de foot, etc., ont un impact de remettre un petit peu le club au milieu. Il y a cet aspect-là, de prendre des décisions qui sont peut-être un peu radicales de temps en temps, mais à côté de ça, il a une vision de son groupe. Et il s'est fédéré et c'est exactement ce qu'il a su faire. Moi je trouve qu'il y a une évolution dans tout le processus d'Arteta à Arsenal. Il arrive la première année, il identifie les problématiques de son équipe et il commence à inculquer ses premiers principes de jeu et de vie dans le vestiaire d'ailleurs aussi. Il y a une deuxième année 2020-2021 qui est une année plus difficile parce que c'est l'année Covid et voilà, il y a cette trêve, mais il y a quand même un début d'assainissement de l'effectif avec des départs importants comme celui d'Ozil, de Mustafi, de David Luiz. Ces deux premières saisons, ils finissent quand même 2 fois 8e. 2 fois 8e, ouais, très c'est loin des compliqué. objectifs. Mais cette deuxième saison permet aussi d'introduire des premiers joueurs. Il y a Martinelli, il y a Nketiah, il y a Saka qui sont aujourd'hui des joueurs qui sont arrivés à maturité. Il y a une troisième année où là, il finit d'assainir un petit peu son effectif. Je dis assainir parce que c'est un peu le mot qu'il utilise dans la série All or Nothing, avec les départs des derniers qui restaient, le départ de Aubameyang après le conflit. Il y a aussi le départ de Lacazette, de Kolasinac, des joueurs comme ça qui étaient des joueurs en fin de contrat et qui étaient un peu en bout de course aussi dans cet effectif. L'arrivée de recrues qui sont hyper importantes, Odegaard, Ramsdale. Et voilà, il y a une vraie amélioration dans le jeu aussi cette année-là. On a pu le voir, moi je me rappelle d'un match contre Manchester City l'année dernière, le 1er janvier 2022, où ils résistent à City et ils font un pressing à la Guardiola, contre le City de Guardiola, qui était impressionnant. Et là, on se dit, c'est un effectif qui commence à avoir de la gueule et à se construire très progressivement. Et la dernière année, c'est celle d'en ce moment. Et on voit que tout ça est maturé. Zach, tu voulais rajouter un truc? Ouais, Val a bien résumé la situation quand il arrive, mais ce qui est important de dire, c'est quand même que quand il prend les rênes de l'équipe, c'est quand même une équipe qui est pas du tout compatible avec le style de jeu qu'il veut mettre en place. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il se voit obligé d'imposer une rigueur et de dire aux joueurs que c'est à eux aussi de s'adapter à ses méthodes. Mais lui, en retour, dit aussi qu'il a dû s'adapter à son effectif parce qu'en fait, il n'a pas pu mettre directement ses principes de jeu en place. Et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps et qu'ils ont enchaîné les 2 huitièmes places, pardon. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit les résultats que maintenant. C'est qu'il y a eu quand même des mercatos sur 3 ans qui ont été très efficaces, comme a bien résumé Val, avec des profils bien choisis. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il parle d'assainissement aussi. Pas uniquement sur l'aspect, c'est des joueurs qui arrivent en fin de cycle et qui peuvent mettre un mauvais esprit. Je pense qu'il parle aussi d'assainissement par rapport à ses préceptes tactiques et de se dire, en fait, ces joueurs-là, moi, j'en ai pas besoin. Donc, en fait, juste, ils viennent polluer mon effectif et voilà, il faut assainir le tout. Et surtout, je pense quand même qu'il y a aussi une histoire de fin de cycle machin. Je pense que Arteta est fondamentalement, ressemble énormément à Guardiola sur ce point-là. C'est qu'il veut
des joueurs jeunes qui peut former à sa patte, à son moule, à sa tactique, et pas des fortes têtes qui vont aller contre lui. On l'a déjà vu avec Guardiola, avec que ce soit Yaya Touré ou Zlatan, qui sont des joueurs immenses, mais ça matchait pas, il les a dégagés direct sans réfléchir. C'est un peu la même chose avec Aubameyang et tout, et on le voit au tout début de All or Nothing avec Arsenal, où il est en réunion avec Edu et avec le directeur, etc., où ils disent on a respecté nos engagements de recrutement, on n'est que sur des joueurs de 22, 23, 24 ans. Donc c'est une vraie volonté de rajeunir l'effectif pour que Arteta puisse le modeler et en faire ce qu'il veut. Donc je pense que c'est la relation qu'il a besoin d'avoir avec ses joueurs. On le voit d'ailleurs dans le documentaire qu'il a une relation très proche de ses joueurs comme Guardiola peut l'avoir. On voit d'ailleurs dans le jeu qu'il en a fait progresser beaucoup, qui lui sont tous assez reconnaissants à ce niveau-là. Donc c'est un coach très humain à ce niveau-là. Mais par contre, si t'es pas son pote, c'est... Ouais, et puis il y a l'ADN aussi du club. Il s'inspire aussi du centre de formation. Tu vois, l'attaque cette année, c'est quand si t'enlèves Gabriel Jesus, mais l'attaque en ce moment, Nketiah, Saka, Martinelli, ça a coûté 6 millions d'euros. Que tu compares à City ou à Manchester United, Oui, on n'est pas sur les mêmes préceptes. Donc on se rend compte qu'en termes de management, ça ressemble énormément à Guardiola sur le côté humain et même sur le côté la relation proche qu'il a avec ses joueurs. Sur le côté tactique, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre Guardiola et Arteta, ou Arteta a son style à lui? Est-ce qu'on va parler de Arteta Ball dans 3-4 ans? Oui, bah alors au niveau du style de jeu, ça, une fois encore, ça reste très inspiré de Guardiola. Donc d'un point de vue tactique, ça va se voir sur le terrain avec en phase de possession un système en 2-3-5. Alors avec des latéraux qui vont plutôt resserrer dans l'axe et des milieux qui vont bien se projeter pour apporter du soutien aux ailiers et à l'attaquant de pointe. Et moi, par exemple, c'est là aussi qu'on voit que le mercato a été très efficace. C'est qu'on voit qu'un profil comme Zinchenko, il correspond parfaitement au principe de jeu que Guardiola veut, du coup, le petit lapsus qu'Arteta veut mettre en place. C'est que Zinchenko, c'est quelqu'un qui est à l'aise techniquement, qui pourrait limite jouer milieu de terrain et qui finalement se retrouve dans ces zones. Il joue milieu de terrain avec l'Ukraine d'ailleurs. Je crois que Flo, tu nous en reparleras un petit peu tout à l'heure quand on fera une revue d'effectifs. Donc ces grands préceptes de jeu ressemblent aux grands préceptes de jeu de Guardiola finalement. C'est ça, de la manière dont les joueurs se retrouvent sur le terrain, et pareil avec un Jesus qui est blessé mais qui sait décrocher, qui sait faire participer ses coéquipiers. Donc Flo, si tu veux enchaîner. Ouais, non, c'est complètement inspiré. Il a peut-être un côté encore un peu moins dogmatique que Guardiola quand même, où il est capable d'apporter beaucoup plus de verticalité, et on les a vus notamment dans les gros matchs. C'est ce qui fait la force, je trouve, d'Arsenal cette saison, où ils sont capables d'imposer des phases de possession évidemment très très longues et assez incroyables en termes de qualité technique, qui nous font penser au City de Guardiola. Mais on l'a vu là contre Manchester, des phases verticales ou en transition, ils sont absolument injouables. Et on le disait avec les Saka, Odegaard et Martinelli sur les côtés, enfin tout ça pour animer offensif, ça tourne beaucoup entre les trois. Ça va à une vitesse complètement folle. Au milieu, il y a deux chiens qui sont capables de toute façon d'encaisser les courses. Donc c'est aussi une des grosses forces. Moi, j'avais un vrai doute sur le début de saison, sur le côté très jeune de cet effectif et sur la maturité justement à gérer ces différentes phases tactiques, à gérer les gros moments. Et cette année, c'est complètement incroyable parce que l'année dernière, il y a eu des moments où on se disait tiens, il y a quelque chose avec cet effectif d'Arteta. Et à chaque fois qu'ils affrontaient à chaque fois qu'ils affrontaient City ou Liverpool, ils prenaient une branlée. Mais vraiment. Et cette année, sur leur match contre les clubs du Big Six, ils sont à 15 points sur 18. Il y a une grosse progression mentale aussi. Il y a une grosse progression mentale. En fait, je pense que les joueurs très jeunes. Oui, mais c'est des joueurs qui ont maturé pendant 3-4 ans, et je pense qu'ils ont pris conscience que maintenant ils pouvaient aller chercher des gros matchs et des titres. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Val tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que oui, c'est des joueurs jeunes dans l'âge, mais là, maintenant, il a préparé son truc dans l'expérience, il commence à en avoir de l'expérience. Le meilleur exemple, c'est un Odegaard qui a floppé ailleurs, qui avait beaucoup d'espoir et qui est en train de revenir à un niveau assez incroyable et qui justifie ce qu'on pensait de lui à 15 ans. Ou un Bukayo Saka, on savait le talent qu'il avait. Bukayo Saka aujourd'hui, c'est un vilain briscard dans l'expérience, alors qu'au final, c'est un gamin, quoi. Et puis je pense que ce qui s'est passé pour lui à l'Euro à domicile en finale l'a fait grandir de 5 ans en 2 jours. Mais du coup, il faut quand même juste souligner la patience de la direction d'Arsenal, parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand il prend le poste et quand on voit le mercato aussi jeune dans une situation aussi compliquée pour eux, moi je me souviens, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Plus les conflits. Parce qu'il y a plus le conflit avec Aubameyang qui a été un moment hyper charnière où ils l'ont conforté dans sa place, et ça lui a fait prendre conscience qu'en fait c'est bon, il était dans un projet où il allait avoir le temps pour faire. Il y a eu aussi, ça a pas mal tourné sur les réseaux sociaux après le match contre Manu, où il y en a qui ont rappelé, je crois l'hiver dernier, où il y a une vilaine série, je crois, de 14 matchs sans victoire, etc., où n'importe qui en Angleterre se serait fait virer parce qu'ils ont pris peut-être 5 points en 14 matchs de septembre à décembre, et qu'eux ils ont quand même maintenu Arteta parce qu'ils croyaient dans son projet. Et ça, pour le coup, il faut le rendre à la direction qui a su être patiente. Juste un truc
préciser, bon, on l'a dit depuis le début, il arrive quand même dans un club qui est énorme. Enfin, structurellement, c'est un club, il y a le stade, il y a le centre d'entraînement, et puis c'est quand même un club de première ligue confirmé depuis longtemps, donc il y a quand même aussi du budget. Juste pour vous préciser quelque chose, il a quand même un staff technique de 12 personnes, 4 entraîneurs assistants, dont des mecs qui sont hyper expérimentés. Il y a un mec qui s'appelle Steve Round, qui est avec Arteta depuis le début, qui était l'entraîneur adjoint de David Moyes à Everton. Donc, c'est un mec qui s'est construit des projets aussi à long terme. Il y a un autre gars qui s'appelle Albert Stuivenberg, qui était entraîneur des U17 et U21 des Pays-Bas, donc qui sait aussi se servir des jeunes. Donc voilà, il a un staff qui est diversifié, mais il arrive dans un club qui est structuré et sur lesquels on peut se permettre de mettre de l'argent là-dessus. Il y a aussi, je l'ai pas précisé, mais il y a aussi une cellule de recrutement de 12 personnes. Donc voilà. Ce que tu dis, Val, c'est intéressant, mais ça va dans les deux sens, je trouve. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut bien que les gens comprennent qu'on parle d'un univers qui n'a rien à voir avec, par exemple, le football à la Ligue 1 où les staffs sont énormes, etc. En revanche, justement, cette pression-là d'être structuré, d'avoir énormément de trucs dans les mains, fait que parfois on perd en patience. C'est que là, ils ont eu au moins la bonne idée de lui laisser le temps. Tu voulais rajouter un truc, Flo? Moi, je me rappelle, c'était Lacazette quand il était arrivé, passer d'un club comme Lyon qui aurait pu être un espèce de petit Arsenal avec son stade, etc., qui aurait aspiré à l'être. Je le souhaite que dans quelques années on soit comme Arsenal, mais j'y crois pas du tout. Il faut un Arteta qui va assainir tout ça. Dans l'idée, Lyon était un club qui était assez similaire en France. Avec le projet de stade. Et Lacazette, quand il arrive en Angleterre, il se dit waouh, mais attends, là c'est une autre dimension. Il y a des trucs dont on se rend pas compte en France, que c'est en fait il y a une culture foot qui est pas la même. Ouais. Et Arsenal est un énorme club, quoi. Ouais, c'est énorme. Ouais, je voulais juste revenir sur le staff où à la fois il y a des besoins, alors on va pas dire démesurés parce que c'est la première ligue, a priori ils sont comme ça dans 6 ou 7 très gros clubs, mais c'est vraiment que lui a continué aussi à professionnaliser tout ça. En 2020 ou 2021, il a fait venir, donc pas tout de suite, mais Nicolas Jovet, qui est un expert des coups de pied arrêtés, qui est un Français qui a travaillé à Montpellier, qu'on a vu aussi sur Canal+. Et depuis, Arsenal est passé d'une des pires équipes sur coups de pied arrêtés à une équipe qui met entre 10 et 15 buts par saison sur coup de pied arrêté. Cette année, ils sont déjà à 7 sur corner. Je crois que c'est une des meilleures équipes là-dessus. Et alors, défensivement, ils travaillent aussi. Là-dessus, ils ont un peu plus de soucis. Malgré tout, ça contribue beaucoup à la réussite de cette équipe qui, aujourd'hui, est la deuxième meilleure attaque de Première Ligue et la deuxième meilleure défense. Il s'appuie énormément aussi sur la vidéo, etc. Il y a en effet des équipes énormes derrière tout ça. Mais en tout cas, eux, ils le font bien. On va, certes, les gars, une petite revue d'effectifs ensemble. On va faire un truc qu'on n'avait jamais trop fait. C'est que je vais vous confier un peu une ligne à chacun. Et vous allez nous donner un peu pour vous qui sont, parce qu'il y avait trop de joueurs, on ne pouvait pas prendre juste 3 joueurs. Vous allez nous confier un peu pour vous qui sont les forces de ces lignes-là. Flo, tu commences peut-être avec la défense et on va englober Ramsdale dedans. Ouais, on va englober Ramsdale. Tout le monde pensait il y a 2 ans, 1 an et demi que quand il était arrivé, ça allait être un flop et que personne ne comprenait pourquoi ils avaient mis près de 30 millions d'euros sur ce gardien. Bah, aujourd'hui, je pense que tout le monde est fixé. J'arrive même pas à comprendre au passage comment Ramsdale n'est pas le gardien titulaire de l'équipe d'Angleterre. Mais bon. Non, c'est un gars. Ils sont fans des Peaky Blinders. Gareth Southgate est fan des Peaky Blinders. Exactement. Et on voit où est Everton aujourd'hui. Il y a Ben White qui joue à droite, qui a été repositionné à droite avec le retour de Saliba en prêt. C'est assez intéressant aussi de voir Arteta avec Saliba parce que c'est lui qui avait poussé à ce qu'il soit prêté parce qu'il n'en voulait pas. Quand il a vu la saison qu'il a fait à Marseille, qui commençait à titiller l'équipe de France, il s'est dit ça serait peut-être pas mal. Et aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. Il fait une saison incroyable. Il a poussé Ben White donc à être repositionné au poste de latéral droit. Alors depuis que Gabriel, le défenseur central, est blessé, Ben White a tendance à revenir dans l'axe. Et on met Tomiyasu qui a été une super pioche à Bologne. Un super joueur. Voilà, des grands clubs qui vont chercher des joueurs à Bologne, il y en a pas beaucoup. Et moi, le joueur sur cette ligne dont je voulais particulièrement parler, c'est Zinchenko. T'en parlais tout à l'heure, Zach. C'est une pioche parfaite. Il est arrivé un petit peu dans l'ombre du deal Gabriel Jesus de Manchester City. Mine de rien, il a apporté toute son expérience. Il était un petit peu barré par Cancelo là-bas. Et il explose. On avait déjà vu ses qualités. On l'avait vu beaucoup jouer au milieu de terrain avec l'Ukraine, mais même avec City. En fait, aujourd'hui, il a ce rôle un peu à la Cancelo de latéral qui, en phase offensive, soit il bouffe son couloir, mais surtout, il vient beaucoup se placer dans l'axe comme un troisième milieu de terrain. Et il a une qualité de création, de QI et de passe qui est assez énorme. On l'a vu contre Manu. Il venait systématiquement dans le cœur du jeu au milieu et il délaissait le couloir pour Martinelli. C'est un joueur qui est bluffant d'intelligence. Et en plus, j'aime bien ce côté. Je trouve qu'avec Arsenal, il a pris une autre dimension dans la rage sur le terrain. On sent vraiment presque un leader. Je pense qu'il est un peu fou, lui. Il peut câbler à tout moment. Ouais, mais déjà, il est un peu nerveux. Il aime bien se fêter un peu. Il aime la bagarre. Quand tu vois sa célébration du but, le jour-là, tu sens qu'il avait envie. Exactement. Mais à City, comme il était remplaçant, on le clim sur la barre. À City, comme il était remplaçant, on le voyait, mais on le trouvait toujours un peu discret. C'est le petit qui va faire sa place doucement. Mais à Arsenal, il est extraordinaire. Il a un leadership, je pense, sur cette équipe qui est assez incroyable. Ouais, encore une grosse expérience avec City. C'est ce que c'est que les gros matchs et tout. C'était intéressant de le ramener. Et c'est ce que disait Arteta récemment, d'ailleurs, en conférence de presse sur Gabriel Jesus, en disant il est blessé, mais il est là avec le groupe et il est énorme dans le dialogue qu'il a avec tout le monde. Et c'est des mecs qui ont de l'expérience malgré leur jeune âge.
Val, pour parler un peu du milieu de terrain, on va pas garder que le double pivot Non. Partey-Xhaka, on va englober Odegaard là-dedans. Ouais, bah en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on parle du double pivot, mais en fait, pour moi, c'est un milieu à 3 parfait. C'est-à-dire que t'as un vrai 6, t'as un vrai 8 et t'as un vrai 10. Et les mecs jouent parfaitement le rôle en termes de déplacement, en termes d'occupation de l'espace, etc. Alors, c'est Partey qui va jouer, qui va à peu près faire toutes les couvertures possibles, que ce soit à la place de Zinchenko ou quand Ben White prend son couloir. Xhaka va jouer le rôle d'un vrai joueur box-to-box, va se projeter, va revenir défendre avec toute la haine qu'on lui connaît. Et Odegaard va être un vrai chef d'orchestre qui va réussir à être décisif. Par exemple, c'est parce que le football traditionnel, ils sont tous excellents dans Ouais. le rôle qui leur est confié. Zach, tu vas t'intéresser aux 3 de devant, 3,5 presque maintenant, avec le petit Nketiah. Ouais, bah pour commencer par Nketiah, moi c'est vraiment mon coup de cœur du moment là. Encore une fois, ce joueur, je trouve il va toujours être bien placé dans la surface. C'est qu'il est pas très imposant, mais il se retrouve toujours au bon endroit, au bon moment, et je trouve qu'il a une qualité de finition quand même qui fait partie des top joueurs de Première Ligue. Et donc, et pour revenir sur ce que disait Val par rapport au fait qu'il y ait un vrai 6, un vrai 8, un vrai 10, par rapport aux ailiers, je trouve qu'on retrouve ça aussi. Je trouve que c'est vraiment deux purs ailiers qui ont de la vitesse, mais qui ont aussi vraiment cette technique qui permet d'avoir la relation avec les milieux, avec le numéro 9. Et franchement, Et qui ont la capacité, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est des faux pieds à chaque fois. Ils jouent Oui, c'est Xhaka ça. qui est gaucher joue à droite et Martinelli qui est droitier joue à gauche. et qui prennent régulièrement ces positions de frappe. En Et doublé, de centre aussi, je Et trouve de ça Ouais, qui est c'est intéressant. ce que j'allais dire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec la mode des faux pieds, on a un peu perdu, je trouve, les ailiers bouffeurs de ligne qui sont capables de vraiment prendre leur couloir. Et eux, ils arrivent à faire les deux. Ils prennent énormément leur couloir, mais quand il faut repiquer, ils savent le faire en faux pied. Et un petit mot quand même sur Gabriel Jesus Bah qui a ouais, changé quand même la gueule de cette attaque-là aussi. Bien sûr, c'est que c'est lui qui a lancé les Gunners au début de saison et qui leur a sûrement donné cette confiance qu'ils cet ont accumulée impact. maintenant. Et encore une fois, bah, c'est un profil aussi qui se démarque, capable de jouer en faux neuf et qui va bien distribuer comme il le faisait à City. À City, il était même capable d'évoluer à droite. Et je trouve que vraiment, c'est des attaquants qui se complètent très bien, qui peuvent dézonner. Et j'ai hâte qu'ils reviennent parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin en fin de saison. Ouais. Parce que Parce que là, la saison va Nketiah, c'est cool, mais c'est quand même, tu sens Bah, que sur je- certains matchs, c'est un peu léger. Ouais, quand même. mais Après, il a pas profondeur de banc, l'expérience quand même. aussi, mais Ouais. il surperforme en ce moment. Enfin, il performe, mais à voir si ça peut tenir. Et même pour tout l'effectif, là, ils vont avoir besoin d'une Ouais, pour le profondeur de sprint banc parce final, que il là, leur ça faut, va. il Il y leur a faut quand même du City solide. derrière qui va revenir petit à petit. Donc, Ouais, en vrai, il y a quand même un vrai beau 11. Peut-être que Ouais, il y a de la profondeur de banc. Hein. Il y a- Ouais, il y a de ils quoi ont faire. recruté Trossard cet été, il y a Smith Rowe, Ouais, il y a Trossard, Tierney derrière Trossard, qui est un Trossard, vrai ouais. joueur. Les gars, juste pour finir rapidement, on va regarder un peu ce que vous pensez des ambitions de ce club-là. Est-ce que, je pense pas vu tout ce qu'on a dit, mais est-ce que c'est une saison un peu comme ça en étoile filante et puis il s'en va, ou est-ce que vous pensez que Arsenal peut construire là-dessus? Chacun, donnez-moi un peu ce que vous voyez pour Arsenal, parce que vous voulez, hein, ce que vous voyez à court, moyen et long terme. Moi, je vais être honnête, je les voyais pas du tout à ce niveau-là cette saison, surtout sur la durée et face aux grosses équipes, donc ils me bluffent complètement. Je pense qu'Arsenal va retrouver surtout la Ligue des Champions qui leur manque depuis 4 ans maintenant, donc ils vont être en capacité d'attirer de gros joueurs, ce qui n'était pas forcément le cas. Et Arteta a aussi sa crédibilité, et je pense qu'il a un profil un peu à la Klopp ou à la Guardiola. D'ailleurs, il y a une similitude aussi avec Klopp où Liverpool avait beaucoup attendu pour que Klopp ait ses résultats et dans des périodes parfois difficiles. C'est un peu le même truc. Donc moi, je le vois bien s'installer longtemps et réussir à renforcer l'effectif par petites touches maintenant parce que l'effectif est bâti. Et ouais, je les vois bien se mêler à la lutte pour le titre dans les prochaines saisons. Et pour cette saison, tu les vois aller au bout? Ouais, pour cette saison, je les vois aller au bout. Il y a une sorte de... Je pense que City est dans une saison un peu comme la saison où Liverpool finit champion pendant le Covid, où City est un peu fatigué parce qu'ils font des saisons incroyables, 3 saisons sur 4 quasiment. Donc c'était peut-être la bonne saison à prendre, hein. Peut-être qu'ils ne seront pas champions les saisons prochaines, Arsenal, mais je pense que cette saison, ouais. En vrai, je vais compléter ce que disait Flo parce que c'est hyper intéressant, parce que le tridème Edu Gaspard, Tim Lewis et Mikel Arteta a une vraie volonté de s'inspirer de ce qui avait été fait à Liverpool en 2015 quand Jürgen Klopp est arrivé avec le directeur sportif qui s'appelle, directeur sportif qui s'appelle Michael Edwards, qui est parti cet été à Chelsea pour prendre les rênes succéder au Pour stade rester 15 jours au même poste. Voilà, exactement. De Ted Bully. Et donc il y a cette vraie volonté d'avoir un entraîneur qui est performant et derrière une direction technique qui aussi fait le taf et qui soutient son entraîneur, comme c'est le cas à Liverpool depuis 7-8 ans maintenant. Et visiblement, j'ai l'impression qu'on est en train de voir les conséquences de cette politique qui a commencé il y a 4 ans aujourd'hui. Et moi, j'espère que ça va durer. Pour le titre, j'avoue que je suis un peu dans la même optique que Flo. Je les vois pas faiblir d'ici la fin de saison.
Mais moi, je suis assez optimiste sur la suite des événements et j'aimerais bien qu'Arsenal retrouve un vrai standing européen comme c'était le cas il y a quelques années et comme ça devrait être le cas. À rappeler aussi que avant vos pronos, on parle de ça, etc. Il y a encore la double confrontation Ouais, contre City qui va arriver, donc ça va jouer Il y a aussi un match en beaucoup. retard plus la Sur, deuxième partie. sur le pronostic, les 2 matchs contre City vont nous donner les idées plus claires. Zach, qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu comme tes collègues? Alors, concernant cette saison, je suis d'accord. Je pense qu'ils vont réussir à avoir le titre. Ils sont vraiment lancés. La concurrence derrière suit pas vraiment. Pour les autres saisons, après, ça, faut voir aussi le développement des autres équipes parce que c'est là-dessus que ça va jouer aussi. Parce que là, il y a Chelsea et Liverpool qui sont pas bien du tout en ce moment. Mais moi, je vois mal Liverpool rester comme ça plusieurs saisons. Je pense que dès la saison prochaine, ça va repartir. Et Chelsea qui met quand même un gros projet en place avec tous ces investissements fous et qui finiront sûrement par payer un moment. Donc, mais après, je les vois quand même bien de nouveau dans la lutte pour la Ligue des Champions. Un top 5 qui se dégage aussi, sans oublier Man United. Et donc, on va voir le retour d'un vrai top 6 en fait. le retour du vrai Big Six, ouais. Pourquoi pas Newcastle qui va se mêler à ça. Brighton tête derrière en sub-top aussi, ça va être intéressant. Et cette année, du coup, tu les vois aller au bout. On va peut-être clore là-dessus. Moi, mon pronostic qui n'intéresse personne, moi je les vois pas aller au bout perso. Je pense que City va leur repasser devant. Je pense qu'ils vont avoir forcément une période de moins bien parce qu'ils sont jeunes et que je pense qu'ils vont finir deuxième. C'est mon avis et tant mieux pour eux. Il n'y a pas d'autre compétition à jouer, hein. On l'a pas précisé non plus. Mais... Oui, mais bon, City ils aiment pas trop avec des champions. Bon, on verra si le possible sacre d'Arsenal nous ramène tous de belles années en arrière dans la nostalgie de notre enfance et de l'époque des Invincibles. Rien n'est encore fait évidemment et on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour voir qui avait raison, qui avait tort sur les pronos. J'espère que ce sera moi. Enfin non, j'espère pas en vrai parce que j'aimerais bien qu'ils aillent au bout, même si je les vois pas aller au bout. En tout cas, quoi qu'il arrive, jusqu'ici c'est quand même une super saison, une super équipe à voir jouer. On vous encourage à aller les voir et aussi une belle preuve avec ce qu'on a expliqué sur la direction, etc. Que même avec de l'argent, ça vaut le coup de prendre le temps et de bosser et on finit toujours par y arriver. Donc on se donne rendez-vous en mai pour voir s'ils auront réussi leur pari. Les gars, retour de 2023, retour de vos chroniques. On va commencer par toi, Val, tu vas nous parler. Retour de 2023, il était déjà venu avant. Ouais, je t'avais déjà croisé, moi. Si, je t'avais croisé, on avait fait une soirée et j'avais vu passer comme ça. J'ai fait, ah, ça va, tu reviens quand? Il m'a dit, tu verras, ça arrive. Et là, il est revenu. Donc, retour de 2023. Et retour de nos chroniques. C'est incroyable quand même, c'est-à-dire que t'as quand même un pote en face de toi qui sait pas parler français, qui t'a dit 3 fois de suite Tridem dans sa dernière phrase, et là qui vient de dire chier sur une petite bafouille. Bah tiens, parle-nous d'un potentiel changement de règle dans le monde du foot, toi. Très beau lancement, Jules, merci beaucoup. Les gars, est-ce que vous pouvez me donner le point commun entre le but de Van Persie à la Coupe du Monde 2014 contre l'Espagne, le but de Sergio Ramos à la 94e minute en finale des Champions contre l'Atlético Madrid, et les buts de Zidane en finale de Coupe du Monde 98. La tête. Exactement, ce sont 4 buts inscrits de la tête. Vous l'aurez compris, je voulais évidemment parler aujourd'hui de la question du jeu de tête dans le football. Alors, comment m'est venue l'idée de cette chronique? C'est simple, je suis tombé sur l'excellent reportage de l'équipe Explore, dont je vous parlais tout à l'heure, nommé Football sans tête, et qui interroge sur la pratique des coups de tête dans le football. Tout au long du reportage, à travers entre autres des tests neurologiques et des interviews de médecins spécialisés, on cherche à savoir si la surutilisation de la tête dans le monde du foot pourrait avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau. Suite à ce reportage, je me suis un peu renseigné sur le sujet et j'ai découvert que c'était un sujet assez préoccupant en termes de santé publique. En août 2021, par exemple, un rapport commandé par la Football Association anglaise, la FA, et par le syndicat des joueurs pro-anglais et mené par des chercheurs en neurosciences a prouvé qu'il existait un lien entre le jeu de tête et certains signes de démence et maladies neurodégénératives. Tu parles de Yohan Molo? Voilà. entre autres. C'est marrant parce qu'en préparant cette chronique, je cherchais des joueurs un peu dans le style et je me suis dit, ah vas-y, je vais laisser passer cette blague. Content que tu l'aies faite. Même chose pour la fédération écossaise dont l'étude a estimé que le nombre de cas de maladies neurodégénératives était plus important chez les anciens joueurs que dans la population générale. Bref, tous ces articles, reportages et documentaires questionnent donc la nécessité du jeu de tête aujourd'hui dans le football moderne. Plusieurs fédérations prennent d'ailleurs le sujet très au sérieux puisque certaines ont déjà interdit le jeu de tête dans certaines catégories de jeunes et d'autres s'interrogent très fortement sur la possibilité de légiférer ou de limiter le nombre de têtes aux entraînements. D'autres encore s'interrogent aussi sur la possibilité de limiter les têtes à certaines zones du terrain. On pense évidemment aux surfaces de réparation. Alors, loin de moi l'idée d'avoir la prétention d'apporter une réponse concrète et médicale à cette question, mais j'ai tout de même trouvé intéressant l'idée de me pencher sur ce sujet pour imaginer à quoi pourrait ressembler à quoi pourrait ressembler le football sans tête. Alors, au-delà des buts mémorables comme ceux que j'ai cités dans mon introduction, le jeu de tête représente une partie importante du jeu. Petit quiz,
Combien de têtes y a-t-il en moyenne dans un match, les gars? Allez, le plus proche. 145. Je dirais 200. Je dirais moins que ça, je dirais 82. Ouais, pas mal, Jules. C'était 75 en moyenne. Je pense à un match de Ligue 1, moi, je crois. Je suis tombé à 7 près. 75, c'est des chiffres de. Moi, je vais à Beauvoir très souvent, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Hein. C'est des chiffres de la première ligue 2018-2019. Après, je sais pas si c'est généralisé à tout le monde, mais en tout cas, c'est quand même assez révélateur. Et sur ces 75 têtes, est-ce que vous pouvez me donner le pourcentage de têtes réalisées dans les surfaces de réparation? 10. 10%? Ah non, peut-être plus avec les coups de pied arrêtés. Non, peut-être 20. Peut-être Ah ouais, 20. avec les coups de pied arrêtés, Ouais. peut-être 15%, un truc comme ça. Ouais, 25% là. Exactement, 25,7%. Bon, maintenant qu'on a une première idée de ce que représente le jeu de tête dans un match de foot, on peut imaginer l'impact que cela aurait si on enlevait ce compartiment du jeu. Déjà, on peut imaginer que certains types de joueurs seraient désavantagés. Pas sûr, par exemple, qu'un défenseur comme Kurt Zouma ou qu'un attaquant comme Weghorst aurait eu la carrière qu'ils ont aujourd'hui si on leur avait interdit d'utiliser leur crâne, bien que ça ne soit pas leur seule qualité, je précise. Zach serait pro. Zach serait pro. Et Ibou connoté à 11e art. Exactement. On peut imaginer que ça changerait aussi radicalement certaines situations de jeu, à commencer par les corners, par exemple. Pourrions-nous imaginer des corners encore tirés de façon rentrante, par exemple? Les gardiens auraient un avantage de taille beaucoup trop important. Les corners à 2, voire même à 3, seraient-ils encore plus présents qu'ils ne le sont aujourd'hui? Les corners frappés sortants se transformaient-ils en une sorte de football américain où le bloc de l'adversaire pour laisser l'espace aux meilleurs volleyeurs s'organiserait? Toutes ces questions-là peuvent aussi se poser pour les questions des longues touches ou pour les coups francs lointains. Bref, cette potentielle règle peut aussi poser la question de la philosophie du jeu. Dans une ère où le football tend de plus en plus à proposer des phases de jeu de possession avec des relances partant du gardien, est-ce qu'enlever le jeu de tête impliquerait une accélération de ce processus, ou est-ce que cela inciterait-il les équipes à innover dans leur approche du jeu? Moi, je pense que la réponse est double. Évidemment, il y aurait une utilisation encore plus accrue du jeu court, mais je pense qu'à terme, les équipes trouveraient des moyens d'innover, comme beaucoup d'équipes l'ont fait dans d'autres domaines. Par exemple, Jürgen Klopp avec les touches, ou les Rémois à une époque avec les fameux corners à la rémoise. On le sait, l'être humain n'est jamais aussi innovant que sous la contrainte, et chaque règle introduite dans l'histoire du foot a engendré des changements dans la façon de jouer. Je pense notamment par exemple à la règle de la passe en retrait, ou l'autorisation de jouer un 6 mètres dans sa surface. Donc peut-être qu'en enlevant une règle aussi importante, cela pourrait avoir des conséquences positives. Bref, l'idée de cette chronique n'était pas d'apporter une réponse concrète à cette uchronie potentielle, mais de questionner un sujet qui pourrait devenir un sujet de santé publique dans les prochaines années. Merci Val pour ta chronique, je vais vous laisser rebondir les gars. Moi ma réaction c'est que je dis évidemment oui et que c'est un sujet de santé, évidemment qu'il faut y repenser, notamment chez les catégories de jeunes. On se revoit tous en poussin à 6 ans à mettre des têtes dans des ballons de plomb, ça ne sert à rien. Évidemment qu'on peut les réduire l'entraînement. Dans le jeu, je vois très mal comment ça va se faire, j'y crois très peu personnellement. Le truc qui m'étonne dans ce que tu as mis, de ce qu'ils envisageaient avec les surfaces de réparation, c'est que moi j'aurais pensé l'inverse en fait. Je les aurais laissés dans les surfaces de réparation pour les buts et les coups de pied arrêtés, et je les aurais virés sur le terrain pour que ça aille au sol. C'était ça l'idée. Ah, je pensais que tu disais l'inverse en fait, ok. Ah ouais, bah alors en vrai, pourquoi pas, c'est-à-dire que t'interdis de jouer dans le champ avec la tête et du coup ça oblige à mettre le ballon au sol. Zach, toi, tu penses que c'est une grosse connerie toi? Bah, pour les équipes de jeunes et la formation, je suis Oui, d'accord je suis un parce peu que d'accord aussi, on peut réduire. ça permet en plus de te former au jeu court et de progresser là-dessus. Après, moi, je t'avoue que j'ai du mal à imaginer un match de foot sans jeu de tête. Après, t'as jamais fait une tête de ta vie, toi aussi? Quelques-unes quand même. Non, t'es beaucoup trop bien peigné pour faire des têtes. Et non, mais après, peut-être il pourrait y avoir une autre catégorie de football qui se fait sans tête, mais laissez-nous notre foot avec la tête, parce que ça va être quoi? C'est que quand la balle est en l'air, parce qu'il y a des moments où tu choisis pas, tu fais quoi? Tu dis bah non, je vais pas au duel, surtout moi, j'ai pas le droit. Moi, je me suis interrogé, c'est que ça va être un peu comme enfin, il va y avoir les mêmes trucs avec la VAR, quoi. C'est qu'en si ça touche au par hasard la tête du mec, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le jeu? Si tu mets les têtes que dans la surface, que le mec il fait la tête, on va regarder avec la ligne, est-ce qu'il était vraiment dans la surface? Ça risque de lâcher le jeu. Et après, moi, ce qui me fait j'espère que le sujet prendra pas trop d'importance non plus à l'avenir, parce que quand tu vois qu'il y a des sports comme le rugby ou le MMA où ça s'en fout plein la gueule pendant 2 heures, tu te dis. Non, mais le sujet des commotions est assez présent. Après, c'est vrai qu'en foot, bah, bien sûr que le sujet est présent, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça reste quand même moindre, je pense, des têtes dans le foot par rapport à d'autres sports qui sont quand même bien plus violents. Écoutez, on verra, on va suivre ça de près. De toute façon, ça risque pas d'arriver tout de suite, mais on va voir. Flo, on va enchaîner avec toi avec ta chronique. Pour reprendre tes termes, tu voulais nous parler de ce chien de Loïc Ferry et sa gestion du FC Lorient. Je te laisse y aller. Hein. Et ouais, Lorient, c'était la belle histoire de cette saison. Celle d'un collectif sans star ni joueur phare, propulsé par un coach novice, venu éclabousser la France du football par son talent, son jeu, ses préceptes et sa simplicité. Un début de saison canon, qui aura valu aux Merlus les honneurs d'une émission spéciale poteau carré, mais surtout de chahuter l'ordre établi face à Rennes, Lille ou Lyon, jusqu'à se hisser sur le podium, loin devant des prétendants prétendus aux places européennes.
Dans cette série aux 38 épisodes qui sacrent les plus forts, glorifient les surprises et condamnent les désillusions, Lorient faisait définitivement partie des meilleurs seconds rôles. Dans le sillon tracé depuis 2 ans par un RC Lens intenable et dont la surprise serait finalement de ne plus surprendre personne, ce Lorient 2022-2023 était assurément le tube de l'été et de ce début d'automne. Sacralisant les valeurs collectives de joueurs loin des radars, consacrant un prince soyeux comme dans un conte de fées, révélant aux yeux de tous un buteur efficace et complet. Mais le rêve était trop beau, le réveil trop brutal. Au moment de relancer une machine créatrice, à la reprise d'un championnat coupé en 2 par une Coupe du Monde en plein hiver, le collectif orange a été sacrifié sur l'autel du business, du cash, par un propriétaire avide. Loïc Ferry n'en est pourtant pas à son coup d'essai. En 2013, le dirigeant breton avait ainsi décidé de vendre Mario Lemina dans les dernières heures du mercato, allant à l'encontre du choix de son historique entraîneur Christian Gourcuff, icône et bâtisseur du club morbihanais, ce qui avait fini par acter le départ quelques mois plus tard du Druide. 10 ans plus tard, si le talentueux Régis Lebris reste discret dans la ligne droite de sa communication et de son caractère, Loïc Ferry semble quant à lui épris des mêmes mots. Coupable à nouveau de briser la dynamique d'un groupe au cœur d'une saison qui s'annonçait historique pour le club. Tout d'abord en décidant de vendre 40% des parts du club contre un chèque de 10 millions. À l'ambitieux milliardaire texan Bill Foley, qui s'était dans un premier temps tourné vers l'actionnariat de l'Olympique Lyonnais pour s'engager aux côtés de son ami John Textor, avant d'essuyer un refus des banques. Et Ferry de se défendre qu'il ne s'agit pas d'un désengagement, alors que bruisse avec insistance la rumeur d'une vente totale à l'horizon 2026, juste après le centenaire du club, voire même avant. Alors évidemment, vendre un club en plein milieu de saison n'est pas sans répercussion sur le sportif, l'organisation d'une entreprise ou la stabilité d'une institution. Mais le vendre à un homme d'affaires américain, qui après avoir lorgné du côté de l'OL, a finalement décidé de jeter son dévolu du côté de Bournemouth, promu en Première Ligue, achetant en décembre dernier l'ensemble des parts du club contre 140 millions, pour inscrire Lorient dans une stratégie de multipropriété en vogue qui suit d'autres modèles, posant au passage la question du rôle de nos clubs français dans ces groupes. Mais complètement assumé et de manière décomplexée par le nouvel actionnaire américain, déclarant à The Athletic. Nous aurons bientôt un 3e club européen, situé peut-être au niveau en dessous de la Ligue 1, et ensuite nous regarderons en Amérique du Sud. Comme ça, le club uruguayen pourra nourrir le club belge, qui pourra nourrir le club français, qui pourra ensuite nourrir le club de Première Ligue. Nous voulons 4 à 5 clubs en tout, et Bournemouth sera celui en tête de la pyramide. Une situation claire, limpide et qui inquiète les fans merlus sur l'ambition réelle à peine voilée de son actionnaire, tant sur la perte de valeur dans un club familial que sur la politique sportive. Un discours qui a dû être désamorcé par Loïc Ferry en personne, qui se voulut rassurant, affirmant que le lien avec les Lorientais et l'esprit familial des merlus reste inscrit dans le marbre. Une déclaration évidemment suivie de fait par le trader. Avec la vente de la jeune révélation Dango Ouattara, 6 buts et 6 passes d'ess sur la première partie de saison, à Bournemouth évidemment. De quoi douter de la sincérité des paroles du président Ferry ? Évidemment non. Le lendemain, l'As de la Finance assurait que cette vente serait la seule majeure pour ce mercato d'hiver. Soit. Depuis, Terem Moffi, meilleur buteur des Merlus avec 12 réalisations, est également sur le départ, au cœur d'une saga entre Everton, Marseille et Nice. Et il faudra désormais compter sur la patte et le flair de Régis Lebris pour parvenir à attirer de nouveaux jeunes joueurs pour renforcer un effectif amoindri en plein effort. Merci Flo pour ta chronique. On voit que vous partirez pas ensemble en vacances avec Loïc. Zach, on va finir avec ta chronique à toi. Tu vas revenir un peu sur la situation particulière de la Juve actuellement. Ouais, une situation compliquée pour la Juve qui va devenir un club à ce rythme-là, qui va finir par disputer des chocs contre Benevento et Regina en Série B. La situation est en effet catastrophique ces derniers jours pour les Turinois qui se sont vus retirer 15 points pour fraude comptable, les plongeant à la 10e place de Serie A. La Juventus a en effet été jugée coupable d'avoir réalisé des plus-values artificielles sur une trentaine de transferts pour faussement améliorer les bilans financiers du club. Sont mis en cause entre autres les échanges entre Cancelo et Danilo avec Manchester City ou entre Miralem Pjanic et Arthur avec le Barça. Le club avait par exemple dépensé 72 millions pour Arthur et vendu Pjanic 60 millions. Suite à cette transaction, ils ont déclaré une plus-value de 42 millions d'euros car le paiement du transfert d'Arthur s'étendait sur ses 5 années de contrat. En d'autres mots, ils ont vraiment pris tout le monde pour des cons. D'abord acquitté au printemps dernier de ces accusations avec d'autres clubs comme Empoli, Parme, la Sampdoria ou le Genoa par la justice sportive, c'est la justice ordinaire qui a rouvert le dossier après avoir effectué plusieurs perquisitions et écoutes téléphoniques, suffisantes cette fois pour sanctionner le club piémontais. La pression autour de cette affaire avait provoqué dès fin novembre la démission du président du club Andrea Agnelli et de l'ensemble du conseil d'administration de la Juve, qui ne s'en sortent pas pour autant puisqu'Agnelli est suspendu pour 2 ans de toute activité en lien avec le football, comme l'ex-président Pavel Nedved pour 8 mois ou le directeur sportif Federico Cherubini pour 16 mois.
Le parquet de Turin a également sollicité un procès pour 11 ex-dirigeants du club pour non-respect du fair play financier. Une demande qui sera quant à elle examinée fin mars. Moi, je pensais qu'ils étaient un peu vertueux, ces gens-là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même toujours deux clubs qui reviennent dès qu'il y a des merdes dans le championnat italien. C'est la Juve et Parme. C'est Parme, ils sortent du merde, ils remontent, remerde, allez hop, replonge. C'est vrai que ça m'a fait marrer de les voir mentionner cette fois aussi, ouais. Et sauf que cette affaire est loin d'être la seule préoccupation du côté de Turin, où bien plus grave peut encore arriver. La fédération italienne va en effet rendre son verdict ces prochains jours sur l'affaire des manœuvres salariales opérées par la Juve. Durant la période de Covid, le club avait publiquement annoncé s'être arrangé avec certains joueurs pour ne pas leur verser certains mois de salaire, mais aurait en réalité passé des accords privés avec ces joueurs pour les payer en différé, sans en informer la fédération. C'est donc presque 60 millions d'euros de salaire qui ont été ainsi reportés sur les saisons suivantes, dont 20 millions que Cristiano Ronaldo attendrait toujours de la part du club. Ce climat plus qu'instable ne va pas aider les nouveaux dirigeants à redresser la situation économique catastrophique. La Juve est en perte de plus de 200 millions d'euros sur les 2 dernières saisons. Et une exclusion en Ligue des Champions ces prochaines saisons n'est pas en effet à exclure et signifierait alors des pertes significatives pour un club qui enregistre en moyenne 80 millions d'euros de revenus par participation. Et cette sanction n'est peut-être qu'un début en Italie, puisque la fédération italienne s'est également penchée sur le transfert douteux de Victor Osimhen, au cours duquel 4 joueurs napolitains faisant partie de la transaction auraient largement été surévalués. Je tiens à préciser que parmi ces 4 joueurs, il y a quand même 3 joueurs qui n'ont jamais mis un pied à Lille, des jeunes, et un gardien remplaçant, Karnesis, qui n'a joué qu'un match en 2 saisons. Donc on verra. Bon, bah, on va avoir encore de beaux rebondissements dans ce joli monde. Heureusement que Cristiano Ronaldo n'est pas trop proche de son argent, parce que je pense qu'il va les laisser passer les 20 millions d'euros. Je pense qu'il va les réclamer quand même. Ouais, il va demander à Jorge Mendes d'aller négocier. Je te rappelle que toi, quand ton train est en retard, tu vas gratter 12 balles. Oui, hein, c'est donc, vrai. C'est la même chose. Il y a quand même un truc assez fascinant avec le foot italien, quoi. Tu vois, chaque foot a sa spécificité. Les Italiens, c'est les magouilles. Les Espagnols, c'est un jeu tactique joli. Et puis les Anglais, c'est les putes. Voilà. Waouh. J'espère que t'as une bonne Et, conclusion pour rattraper cette merde. Il y en a pas. Il y a un vrai problème chez les joueurs anglais avec les Oui, escorts. c'est vrai. Ils s'en sortiront jamais. Les joueurs anglais avec les escorts ne s'en sortiront jamais. Et les Italiens ne s'en sortiront jamais des magouilles financières. Et juste avant de finir, je tiens à dire quand même que bon, les clubs italiens prennent en ce moment, et c'est tant mieux. On voit qu'il y a quand même des sanctions qui sont faites de temps en temps, mais alors j'espère qu'on parlera ces prochaines années du Barça quand même, parce que Oui. vu ce qui se passe, Oh. ouais. Tu t'es pas Non. au courant? Bah écoute, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Et juste du coup pour tempérer un peu le propos de Flo qui était un petit peu vindicatif envers les violent. Anglais, je pense que les escorts sont un problème de joueurs de foot de manière générale et que juste la spécificité des Anglais c'est qu'ils ont les tabloïds. Il y a vraiment rien à voir. Effectivement, C'est juste qu'en fait dans les autres pays ça ne sort pas, mais je pense qu'ils C'est ont vrai que tous le Clint- même problème. C'est vrai que Clinton NG, oui, il nous Ouais. a montré lui aussi qu'il avait un certain talent. Oui, il a pas besoin des tabloïds lui. Il aime On a bien, Romain il- Molina, nous. Ça va arriver, c'est une culture qui se met en place. Ouais, nous, c'est juste qu'on arrive un peu après à chaque fois. Bon, les gars, merci beaucoup pour cette belle émission qui finit sur une note poétique grâce à Flo. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Merci aussi à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous soutenez. Bienvenue aux nouveaux qui peut-être potentiellement sont montés à bord du train 11e art lors de la Coupe du Monde. Nous, on se revoit dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous, dribblez et votez Genesio.